wande mope abole no boto na baha mbabu sa soboko ba be se bana njambe bana nturabu bulbula jambe abele bana be se muna babona di malan mo disi wopato utame mo di wopato taksenyol yekete kana kwa no na ama di malan mo awedi tenge sama su aya bana kita ela pa wange kana mo no moto ina so yang tenge mo na tinde bolela mbo feto yani ka biso di malan mo obeso yani ka yekete di mande biso yaka nyamba ino asengi no nani bubura akwara no nika aluna na myongera bo wande bano ngino matanga balondo bedang bobuti no londo bedang balondo budu ada ngona panya ada ngona panya na tapupula komanga batindi amungula ntenyo ni kama loko na wo atinse tenyo ni kabangana bio banangambe balonangia namseseku nange baba tino ibe tabwa isirika bwa ibe malemlem komanga manga mome wapato pala e bangala di batu mosa ndabe mkala ayaba ni mata ari bumla nyangula sangu bunya bena je kayabe no monda busano jongo ewondo po njale namene ngwala namene ngalo namene mambo mese na batlao na nika mambo mese ayaba ndimo bobunya mama mabwemba abulana adanguta tepenyolo nika kubanga loko da bio bende dang bada ngwande bende jinja weni na beswa be mano jan mbolo ina mbolo. Hotep, chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle communication. Lorsque le livre Le Dieu Noir a paru en février 2010, nous avons participé à un certain nombre de conférences au cours desquelles il nous a été régulièrement posé la question de savoir pourquoi nous avions choisi un tel titre pour cet ouvrage. Un événement spécifique a conduit à ce choix. Nous n'allons certainement pas l'évoquer ici. Par contre, ce que nous allons faire, c'est rendre l'identité du personnage, entre guillemets, auquel nous faisons allusion en usant de ce titre. Pourquoi le Dieu noir? Pour y répondre, nous allons naturellement faire appel à l'histoire, et cette histoire commence avec un terme, le terme nubien. Si je pose la question de savoir ce qu'est un Nubien, on me répondra qu'un Nubien est un habitant de la Nubie. Maintenant, si je demande à chacun ce qu'est la Nubie, on me répondra que la Nubie est l'ancien nom du Soudan. Nous connaissons tous les pharaons dits nubiens, à l'exemple de Taharka, Shabaka, Shabataka ou Pianki, etc. Nous connaissons également l'histoire glorieuse des Candace. En réalité, le terme nubien désigne couramment ces populations d'Afrique qui vivent sur ce territoire anciennement appelé le pays de Couche et dont les villes les plus célèbres sont Napata et Meroé. Territoire qui semble avoir été le laboratoire qui aura préparé les principaux traits culturels que l'on retrouve magnifiés à Tamiri, c'est-à-dire en Égypte antique. Tel qu'on le voit ici, les temples d'Issata sur l'île de Philae par exemple, ou le temple d'Abou Simbel dédié à Ramessou II et à son épouse Néfertari, qu'ils aient la vie, la stabilité et la force, se trouve précisément sur ce territoire que l'historiographie appelle la Basse-Nubie. Or, on est bien avancé déjà sur le territoire historique de Tamiri, comme vous pouvez le voir. De la même manière, on retrouve des pyramides à Méroé, ce qui montre une continuité culturelle évidente sur ces territoires. La plupart des ouvrages actuellement disponibles qui parlent de ce territoire justifient l'appellation Nubie par le fait qu'on y trouvait de l'or en abondance.
Les populations qui vivent sur ce territoire, chacun peut le constater lorsqu'on parle du Darfour par exemple, présentent naturellement la complexion de peau la plus noire qui soit. Pour être bien clair, il n'existe pas au monde de population plus noire que les Soudanais. Maintenant, par Soudanais, je souhaite qu'on n'entende pas seulement les populations du Soudan actuel, pays qui résulte d'un découpage colonial arbitraire, parce que les Tchadiens sont des Soudanais, les Sénégalais sont des Soudanais, les Maliens sont des Soudanais, etc. Et le terme Soudan lui-même provient de l'expression arabe Blad es-Soudan qui signifie littéralement le pays des Noirs. Maintenant, pour bien inscrire dans l'esprit de chacun que le terme soudanais ne fait pas exclusivement référence au Soudan actuel, j'évoquerai un ouvrage bien connu dans l'historiographie africaine, à savoir le Tariq es-Soudan. Ce livre a été rédigé vers 1655 par Abdel Saadi, un kamite arabisant, dans lequel ce dernier présente précisément l'histoire du Soudan précolonial. Or, bien évidemment, dans cet ouvrage, il est question de l'empire du Mali avec Sundiata, du Songhai avec Soni Alibert, de Ghana avec les Askia, etc., ce qui nous situe déjà dans le golfe de Guinée. Il est donc bien évident que dans la compréhension originelle du terme Soudan, celui-ci englobait des populations qui se retrouvent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Du reste, l'ancien nom colonial du Ghana actuel est la Côte d'Or, nom qui perpétue cette tradition qui consiste à voir dans ce territoire la source de tout l'or qui aura alimenté des siècles durant non seulement les temples de Kemet, mais également ceux du Mali, du Songhai et de Ghana. Il est donc juste, nous semble-t-il, si l'on s'en tient aux éléments précités, de dire que ce Soudan historique, cette Nubie historique, s'étend en réalité d'est en ouest, puisque tous ces territoires sont le domaine des empires décrits par Abdel Saadi dans le Tariq es-Soudan. On ne peut pas appeler Soudanais et donc Nubiens des populations qui vivent au Ghana, même si le Ghana actuel n'est qu'une partie du Ghana historique, sans que les populations qui vivent au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire ne soient elles aussi des Nubiens. Tout comme on ne peut pas appeler Nubiens des populations qui vivent au Tchad sans que celles du Nigeria, du Cameroun et du Centrafrique ne soient elles aussi considérées comme telles. Cela tombe sous le sens pour l'unique raison que ces pays que je viens de citer sont en réalité des créations coloniales non opératives dès lors qu'il s'agit de décrire l'Afrique précoloniale. Le terme nubien en lui-même apparaît pour la première fois dans la géographie de Strabon, qui est un auteur grec du 1er siècle de l'ère actuelle. Ce n'est donc pas un terme kamite, mais bien un mot employé par les Grecs du début de l'ère actuelle pour désigner les habitants de cette région. Ce qui est curieux, et j'aimerais maintenant attirer votre attention là-dessus, c'est que le mot Nubie est absolument absent de la géographie kamite. Pour nommer cette région, les Kamites employaient un terme générique qui est Tasseti et qui signifie le pays de l'arc, parfois traduit par le pays des archers. Et cette région était divisée en deux territoires, Wawat d'une part et Couche d'autre part. Ainsi donc, le terme Nubie n'est pas un terme africain, mais un terme employé par les Grecs, je le répète, pour désigner le territoire dont il est question dans cette communication. Or, ce territoire historique porte un autre nom, comme on le voit sur cette carte, qui représente la géographie du monde vue par Strabon. Ce territoire porte le nom historique d'Éthiopie, et la côte occidentale de l'Afrique est appelée Éthiopie occidentale. Ce qui montre bien, s'il le fallait encore,
que le terme Éthiopie employé par les Grecs ne désigne pas seulement l'Éthiopie actuelle, mais toute l'Afrique connue de cette époque par les Grecs, et notamment l'actuel Mali, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Ce qui me permet de rappeler ce que disait déjà Diodore de Sicile, auteur grec contemporain de Strabon, à propos de Kémet. Celui-ci écrit dans sa bibliothèque historique: on soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes et que les preuves en sont évidentes. D'abord, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qu'ils sont nés dans le pays même, on peut à juste titre les appeler autochtones. Ensuite, il paraît manifeste pour tous les hommes qui habitent le Midi que tous les hommes qui habitent le Midi sont probablement sortis les premiers du sein de la terre, car la chaleur du soleil séchant la terre humide et la rendant propre à la génération des animaux, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants. On prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux hommes à vénérer les dieux, à leur offrir des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et d'autres cérémonies par lesquelles les hommes pratiquent le culte divin. Aussi sont-ils partout célébrés pour leur piété, et leurs sacrifices paraissent être les plus agréables à la divinité. À l'appui de cela, nous avons le témoignage du poète le plus ancien et le plus admiré des Grecs, qui nous représente dans son Iliade Jupiter et les autres immortels se rendant en Éthiopie pour recevoir les offrandes et les festins que les Éthiopiens leur offrent tous les ans. Jupiter a traversé hier l'océan pour se rendre chez les braves Éthiopiens qui lui préparent un festin. Tous les dieux le suivaient. On remarque que les Éthiopiens ont recueilli de la part des dieux la récompense de leur piété en n'ayant jamais essuyé le joug d'aucun despote étranger. En effet, de tout temps, ils ont conservé leur liberté et, grâce à leur union, ils n'ont jamais été soumis par les souverains qui ont marché contre eux et donc aucun n'a réussi dans son entreprise. Cambyse, qui avait tenté une expédition en Éthiopie, y perdit toute son armée et courut lui-même les plus grands dangers. Sémiramis, si renommée par la grandeur de ses entreprises et de ses exploits, à peine était-elle avancée dans l'Éthiopie qu'elle abandonna aussitôt le projet de faire la guerre aux habitants de ce pays. Hercule et Bacchus, en parcourant toute la terre, ont épargné les seuls Éthiopiens habitant au-dessus de l'Égypte par égard à la piété de cette nation en même temps qu'à cause de la difficulté de l'entreprise. Les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte par Osiris, et ils ajoutent que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais qu'ensuite le Nil, charriant dans ses crues le limon emporté de l'Éthiopie, a peu à peu formé les atterrissements. S'appuyant sur ce qui se passe aux embouchures du Nil, il démontre clairement que toute l'Égypte est l'ouvrage de ce fleuve. Tous les ans, le terrain est exaucé par l'apport du limon et le sol s'agrandit aux dépens de la mer. Ils disent en outre que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne, en tant que les colonies conservent les traditions de la métropole. Que le respect pour les rois, considérés comme des dieux, le rite des funérailles et beaucoup d'autres usages sont des institutions éthiopiennes. Enfin, que les types de la sculpture et les caractères de l'écriture sont également empruntés aux Éthiopiens. Les Égyptiens ont en effet deux sortes d'écriture particulières, l'une appelée vulgaire, le démotique, qui est apprise par tout le monde, l'autre appelée sacrée, l'hiératique, connue des prêtres seuls et qui leur est enseignée de père en fils parmi les choses secrètes. Or, les Éthiopiens font indifféremment usage de l'une et de l'autre écriture. L'ordre des prêtres est, chez les deux nations, établi sur les mêmes bases. Ceux qui sont voués au culte des dieux font les mêmes purifications, ils se rasent et sont vêtus de la même façon, et ils portent tous un sceptre en forme de charrue. Les rois des deux nations portent aussi un sceptre semblable. Ils ont de plus sur la tête un bonnet long, ombiliqué au sommet et entouré
de ces serpents que l'on nomme aspics. Cet ornement semble indiquer que quiconque ose commettre un attentat contre le roi est condamné à des morsures mortelles. Les Éthiopiens allèguent encore beaucoup d'autres preuves de leur antiquité et de leur colonie égyptienne, mais nous pouvons nous dispenser de les rapporter. Naturellement, nous aurions souhaité que Diodore de Sicile apporte d'autres preuves pour étayer notre discours, mais cela semblait déjà évident à son époque et c'est sans doute la raison pour laquelle il aura décidé de s'arrêter à ces premières évidences. L'allusion à Osiris comme étant le personnage qui aura conduit une colonie éthiopienne dans le delta, donc la région qui constitue l'Égypte telle qu'on la connaît aujourd'hui, est absolument capitale et je vous invite à la retenir à ce niveau de la communication. Nous l'avons dit, le terme Nubie n'est pas un terme africain, mais bien un terme employé par les Grecs, terme que l'on retrouve pour la première fois dans le livre Géographie de Strabon. Habituellement, pour expliquer ce terme, la plupart des ouvrages l'associent à l'or que l'on trouvait en abondance dans cette partie de l'Afrique. La question qu'on peut dès lors se poser est de savoir pourquoi les Grecs ont employé ce mot pour désigner ce territoire et par quelle évidence ce mot est-il associé à l'or. Curieusement, c'est en Égypte antique et non en Grèce que nous parviennent les premiers éléments d'une réponse. En effet, l'or dans la langue pharaonique se dit Nebu, et c'est à partir de cette racine qu'est formé le terme nubien ou Nubie. La question est donc de savoir pourquoi Strabon, qui est un grec, utilise un mot d'étymologie africaine pour désigner un territoire que les Africains eux-mêmes connaissaient sous le nom de Tacétie. En clair, pourquoi Strabon invente-t-il une nouvelle étymologie pour désigner ce territoire et pourquoi utilise-t-il un terme africain pour ce néologisme alors que le mot or se traduit parfaitement dans sa langue maternelle qui est le grec? J'aurais aimé avoir chacune de vos réponses, car je dois vous dire que c'est une question qui m'a longtemps fatigué. Et j'ai finalement eu le mot de l'énigme que je vais maintenant partager avec vous. En réalité, Strabon laisse ici paraître un pan important de la tradition africaine qui aura nourri sa Grèce natale des siècles durant. Et ce n'est pas un hasard si Strabon emploie le terme nubien pour désigner les Africains, et spécifiquement ceux-là qui ont la complexion de peau la plus noire qui soit. Pour le comprendre, il faut d'abord savoir que ce que représente l'or dans la tradition kamite. Non seulement ce métal représente la pureté, mais il est également l'attribut exclusif des Nétéros. Les Kamites l'appelaient la chair des dieux. Dans l'esprit du mot, Nubie ne fait pas référence à l'or en tant que métal précieux, mais aux populations dont l'apparence physique était traditionnellement associée à ce métal. Donc, Strabon ici exprime sa connaissance des rites initiatiques de la vallée du Nil, raison pour laquelle il se trouve à utiliser un terme africain et non grec, c'est-à-dire Nebu, pour désigner ce peuple dont Osiris, suivant la tradition, fut le Messie. Souvenons-nous que les Grecs disaient de ces Éthiopiens, de ces Nubiens, qu'ils étaient beaux et noirs comme des dieux. Ceci explique également pourquoi tous les héros grecs, sans exception, ont initialement été représentés avec la couleur noire. Je fais bien évidemment référence ici aux fameux vases à figure noire de la tradition grecque, qui sont les premières représentations des héros de ce qui deviendra plus tard la mythologie grecque. Il existe dans la littérature un processus curieux que des auteurs ont appelé l'osirification. Mais j'ajoute d'emblée que ce terme un peu barbare doit être associé au terme le plus courant de sanctification, car en définitive il s'agit bien de cela. Une citation habituellement employée pour illustrer ce processus est un extrait des paroles prononcées par Ptah en faveur de Ramessou II, où il dit du roi qu'il a façonné son corps d'or.
Cette citation est encore visible aujourd'hui, bien sûr, au temple d'Abou Simbel en Haute-Égypte. Zosim d'Akhmin, né à Kemet, dans une ville que les Grecs ont appelée Panopolis, mais dont le nom authentique est Kemmenou, d'après la graphie hiéroglyphique. Zosim, donc, est le plus ancien auteur connu ayant traité de l'alchimie. Il publia vers 300 de l'ère actuelle un ouvrage intitulé « Écrit authentique sur l'art sacré et divin de la fabrication de l'or », dans lequel il désigne lui-même le processus alchimique comme étant un processus d'osirification. Jusqu'au XVIIIe siècle, les termes chimie et alchimie étaient strictement synonymes. Jusqu'au XVIIIe siècle, les termes chimie et alchimie étaient strictement synonymes. Les termes chimie et alchimie proviennent du terme arabe alchimia, lui-même dérivé du mot kémi ou kem qui signifie noir dans la langue pharaonique et qui est l'un des noms courants par lesquels on désigne Osiris lui-même. Maintenant, si nous nous intéressons un peu plus à Zosim, on verra qu'il nous dit la chose suivante. Le minéral donne et la plante reçoit, les astres donnent et les fleurs reçoivent, le ciel donne et la terre reçoit. Tout s'enlace et tout se déplace, tout se mélange et tout se recompose, tout se mêle et tout se démêle. Chaque chose se fait selon une méthode. Sans méthode, la combinaison et la décomposition de toutes choses et la connexion de l'ensemble ne se produisent pas. La méthode est conforme à la nature, donnant et enlevant le souffle et conservant ses ordonnances en les accroissant et en y mettant fin. Et, en s'accordant par la séparation et l'union, toutes les choses, pour dire bref, si la méthode est bien respectée, transmutent la nature. Car la nature retournée se retourne elle-même. Tel est le caractère de l'excellence de tout l'univers et sa connexion. On voit bien dès à présent que ces règles sont empreintes d'hermétisme, mais ce n'est réellement pas le sujet aujourd'hui, raison pour laquelle nous n'irons pas dans le détail. Ceci étant, la chose importante est que Zosim lui-même, le premier alchimiste réputé de l'histoire, attribue les règles qu'il énonce au fondateur de l'alchimie qu'il appelle Kimès. Or, ce Kimès, bien sûr, n'est autre qu'Osiris lui-même, dont l'autre nom est Kémi et qui est synonyme de chimie. Le terme Kimès étant une forme grécisée de Kémi. Donc c'est ici, en réalité, qu'on tire l'origine de cette science aujourd'hui qu'on appelle la chimie. Je citerai encore une fois Zosim, qui, en décrivant le processus alchimique, dit la chose suivante. Un est le tout, par lui se développe le tout, et vers lui retourne le tout. Et si l'un ne contient pas le tout n'est rien. Un est le serpent, donc l'ouroboros, le serpent qui mord sa queue. Dernière étape de la transmutation après le noircissement, le blanchiment, après les deux traitements. Cette gnosis est accompagnée de l'image de l'ouroboros qui décrit un serpent se mordant la queue, tel qu'on le voit sur cette image. Cette image implique la notion de cycle et l'idée suivant laquelle les extrêmes se touchent, comme l'énonce par ailleurs le principe hermétique de polarité. Ce principe hermétique postule que tout est double, toute chose possède deux pôles, tout a deux extrêmes. Les pôles opposés ont une nature identique mais à des degrés différents. Les extrêmes se touchent, tous les paradoxes peuvent être conciliés. Et c'est bien pour cette raison que Zosim nous dit que la dernière étape après le noircissement, c'est le blanchiment. Étape qui initie en réalité un nouveau cycle, car le noircissement complet est l'étape ultime pour le pôle qu'il occupe. Donc, pour dire clairement les choses, le noir et le blanc sont les deux extrémités d'une même chose, et cette chose, entre guillemets, prend différents aspects en fonction du plan sur lequel
on la situe, où elle se situe. L'objectif ici n'est pas d'orienter notre communication vers l'hermétisme, car cela pourra sembler bien compliqué, mais nous souhaitons nous appesantir sur la signification réelle du terme nubien. Le but recherché de l'alchimie et de la chimie, d'une manière générale, est la compréhension des phénomènes associés à la transmutation de la matière. L'alchimie, spécifiquement, a la vocation de pouvoir transformer n'importe quelle matière en or. Et c'est ici que se fait le lien évident avec la tradition kamite qui consiste à transformer n'importe quel défunt en Osiris. Osiris étant Unen-Nefer, c'est-à-dire l'être parfait. Cette transformation suppose des épreuves déjà parfaitement décrites dans le livre de la sortie à la lumière du jour, notamment avec les Phari-Unas et Neferkaré. Et c'est bien Osiris, donc c'est bien d'Osiris dont il est question lorsque nous parlons du Dieu noir. Ici, je ne fais qu'introduire le sujet pour clarifier le sens du mot nubien. Et c'est encore le sens de cette symbolique que l'on retrouve chez Toutankhamon représenté ici en tant que Nétérou, c'est-à-dire en tant qu'ancêtre divinisé. Il faut savoir que ces deux images sont parfaitement équivalentes du point de vue de la symbolique. Ceci indique, en réalité, ceci est pour indiquer qu'il fut, dès son trépas, considéré comme un saint, tout comme les Faris qui l'auront précédé dans la vallée du Nil. La Nubie n'est donc pas ainsi nommée pour l'or de son territoire, mais pour les populations qui y vivent depuis l'Antiquité africaine. Et d'une notion spirituelle extrêmement sophistiquée qui associe l'or et donc la sainteté à la couleur noire des Nétérous, c'est-à-dire nos ancêtres divinisés, on en a fait l'image même de tout ce qui est aujourd'hui négatif pour les religions révélées et le langage hérité de la colonisation. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Ces images sont terribles, mais il faut savoir qu'elles sont le résultat d'un processus constant depuis des siècles et il est maintenant temps d'y mettre un terme. Il est bon de se souvenir que c'est Osiris, notre Seigneur, que nos ancêtres l'ont appelé Kemwour. Contrairement à l'idée habituellement admise, Kemwour ne veut pas dire le grand noir, mais le très noir. Our étant un superlatif. C'est lui, ou Siré, le Nubien, rapporte la tradition, qui aura civilisé le monde, comme l'ont si largement proclamé les premiers auteurs grecs de la période antique. Cette tradition, en réalité, n'est qu'allégorie pour attester du rôle civilisateur que l'Afrique a joué dans les premiers temps du monde. Je citerai enfin Marcus Garvey qui disait « Soyez autant fiers de votre race aujourd'hui que l'étaient vos pères dans le passé. Nous avons une histoire magnifique et nous allons en créer une autre dans l'avenir qui étonnera le monde. Otep et bonne semaine à tous. »